On en arrive justement à ce traité budgétaire européen. Faut-il le ratifier ou pas? Ça divise tous nos élus, y compris au sein du Parti socialiste. Président de l'Assemblée nationale, président de groupe, ministre, Laurent Fabius en tête, sont venus vanter à Dijon les mérites du traité européen. Objectif, éteindre l'incendie allumé par une douzaine de parlementaires socialistes qui menacent de voter non. Moi, ce traité, je le regarde. En l'état actuel, je pense qu'il augmente les contraintes qui pèsent sur notre pays, il augmente les risques de rentrer en récession, donc je ne voterai pas. Le texte instaure d'abord la règle d'or qui fixe des limites pour le déficit. 0,5% de la richesse nationale. On peut calculer comme on veut, globalement, ça veut dire que les marges budgétaires pour avoir des vraies relances, quand on sent que la croissance faiblit, ne seront plus possibles. Certains ont été élus dans la dynamique de l'élection présidentielle. Donc nous avons besoin du concours de tous. Je demande au Conseil fédéral de voter la partie 2 de l'option 2, à savoir la non-ratification. Pas la majorité plurielle, c'est la pantalonnade. C'est vraiment la bisbille permanente, simplement c'est sur des sujets qui sont graves. Le texte oblige aussi les États à mettre en place un mécanisme de correction quand les finances dérapent par rapport aux prévisions. En France, ce sera un haut comité sous la coupe de la Cour des comptes qui pourra s'opposer au budget du gouvernement. C'est quand même incroyable. Donc une espèce d'officine administrative que personne n'a élue va décider ce qui est bon ou mauvais. La Cour de justice pourra infliger le paiement d'une somme allant jusqu'à 0,1% du PIB, ce qui ferait 2 milliards d'euros pour la France. Ce traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. Si on vote ce traité, la Commission européenne dira il faut peut-être un impôt européen pour sauver l'euro, entre guillemets. Et on aura encore plus de pression fiscale. C'est une dépossession de la démocratie. À ceux qui mettent en doute le traité européen, si le traité de la règle d'or européenne n'existait pas, il aurait fallu inventer une règle d'or nationale. Malgré cette défection dans la majorité, le gouvernement devrait faire adopter le traité sans difficulté grâce aux voix de la droite. Aurélien Bélanger, il faut le ratifier ce traité ou il ne faut pas ratifier? Surtout sur la méthode, le débat qui s'engage sur la méthode référendum ou en gros passer par le Parlement. Je suis un démocrate plutôt paresseux. Je suis très heureux de vivre en démocratie, mais j'ai pas envie qu'on me force à être trop citoyen. J'ai pas envie qu'on me dise toujours plus, qu'il faut que je m'engage, etc. Je suis très content du système politique tel qu'il est et la démocratie représentative. Je trouve ça très bien. Je suis content qu'il y ait des professionnels, même si je suis un peu provocateur. Je suis content qu'il y ait des technocrates, des gens dont ce soit le métier, de faire de la politique. Et j'aime pas ce discours un peu dominant souvent où on a l'impression que être démocrate, ça se gagne, on a des sortes d'échelons pour devenir super citoyen, etc. Je suis content d'un point de vue structurel et vraiment constitutionnel de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Vous revendiquez le droit de ne pas vous sentir concerné, éventuellement? Exactement, oui. Oui, François. Quand on ne s'intéresse pas à la politique, la politique s'intéresse à vous, figurez-vous. Parce que tout ceci est quand même extraordinaire. D'abord, c'est une tempête dans un verre d'eau, puisqu'en réalité, la plupart des décisions du TSCG ont déjà été actées d'un point de vue technique parce que l'on appelle le two-pack et le six-pack ont été adoptés au Parlement européen. De toute façon, il s'agit d'un dessaisissement des parlements nationaux et des démocraties. Le pire, c'est que tout ceci va mener à la catastrophe. Je voudrais faire quelque chose d'un peu simple, peut-être pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien comment ça se passe. On nous dit, voilà, l'État est en déficit, donc il faut diminuer les dépenses, il faut avoir un équilibre budgétaire. Très bien. On compare ça à un ménage de salariés. Effectivement, si vous avez un ménage de salariés, le mari et la femme qui gagnent, mettons, 5 000 euros par mois, et s'ils dépensent 6 000 euros, ils vont être en déficit et ils vont avoir un découvert auprès de leur banque. Il leur suffira de dépenser moins pour revenir à l'équilibre. Mais un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui fait les ressources d'un État, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe sur les produits pétroliers, en gros, qui dépendent de l'activité économique. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 17 ans, en 1995, le plan Juppé avait déjà dit moins 8% sur le budget de tous les ministères. Je le sais d'autant plus que j'étais directeur de cabinet à cette époque. Ça fait au moins 17 ans que tous les gouvernements, les uns après les autres, taillent dans les dépenses budgétaires. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on n'a jamais eu autant de déficit et que la dette ne fait que s'accroître.
Je rappelle que M. Sarkozy, que M. Baveret a soutenu, s'était fait élire sur le thème qu'il allait faire diminuer l'endettement public. Il laisse 600 milliards d'euros supplémentaires d'endettement. Donc le véritable problème, c'est que ce TSCG est une absurdité. Poser par un traité l'idée qu'un État ne va plus faire de déficit, c'est à peu près aussi crédible que s'il y avait une loi qui imposait à Météo France de dire qu'il ne pleuvra plus. Ça n'est pas uniquement du fait de la décision des politiques, ça résulte aussi du phénomène économique, de la croissance qui ne se décrète pas. Je voudrais insister sur autre chose, si vous me le permettez. Tous les pays de l'Union européenne, du moins de la zone euro, parce que ceux qui ne sont pas dans l'euro, ça fait partie aussi de ce dont on ne parle jamais. La Suède se porte bien, le Danemark se porte bien, la Norvège et la Suisse se portent très bien. Ce sont donc spécifiquement les pays qui sont dans la zone euro qui se portent de plus en plus mal. Ça serait des pays qui ne sont pas dans la zone euro, qui ne se portent pas très bien, comme l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre a fait un choix que, d'ailleurs, M. Baveret applaudit ça, qui était le choix du tout financier. La City représente à peu près 25% du PIB de l'Angleterre, qui n'a plus d'industrie. D'ailleurs, il paraît que c'est notre modèle à suivre. Plus d'industrie et plus d'agriculture. Bon, je dis simplement que dans la mesure où tous les pays de la zone euro ont des politiques ultra-récessives, nous allons avoir une récession qui va continuer de grimper, nous allons avoir une montée, je ne m'en réjouis pas, de la pauvreté, je l'ai déjà souligné, nous allons vers des années de plus en plus difficiles et une explosion sociale généralisée au niveau du continent. Est-ce que c'est cela, Daniel Cohen, est-ce que c'est cela que vous voulez ? Alors, Daniel Cohen et Nicolas Baveret, alors le général de Gaulle, qui je crois tenait assez à l'indépendance nationale, on peut quand même rappeler qu'il y a une célèbre conférence de presse de 1964 où il comparait justement l'État à une ménagère, en disant que l'État, il ne pouvait pas dépenser plus que ce qui rentrait, que ce soit sous forme d'impôts ou autre. Et je rappelle que quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, la première chose qu'il a faite, c'est de rembourser la dette extérieure de la France parce qu'il considérait que c'était la condition première de sa souveraineté. Donc, expliquer que le laxisme et la dette, c'est l'instrument de la souveraineté, c'est totalement faux. Plus on est endetté, plus on dépend des marchés, plus on est dans la main des autres. Alors, j'en viens maintenant à l'Europe. La question du traité, c'est vrai que ce traité, il ne faut pas le prendre de manière isolée. On a aujourd'hui une zone euro qui est le grand malade de l'économie mondiale, c'est vrai. Donc on a une croissance, pas de croissance puisqu'on est en récession, un chômage qui monte, une dette qui dépasse 90% du PIB, 3 États qui sont en faillite et un 4e qui est sur le point de filer dans le chaos, qui est l'Espagne. Donc il est clair que nous avons un problème majeur. Ce problème vient, et je pense que là-dessus vous ne me démentirez pas, des problèmes du traité de Maastricht, qui a fait une fausse union économique et monétaire. On n'avait pas de gouvernement économique, on avait une fausse banque centrale parce qu'elle ne pouvait pas être un prêteur en dernier ressort, on n'avait pas de solidarité, l'interdiction d'aider les autres, et on n'avait pas de vraie responsabilité budgétaire. Bon, ça, on sait que c'est là où ça nous a mené. Donc, on essaie de revenir sur ces différents points. Le gouvernement économique, il commence à exister un peu. Le problème, c'est comme on mélange toujours les 17 et les 27, il faudrait enfin avoir une organisation claire des 17 de la zone euro. La Banque centrale, malheureusement, ce n'est pas M. Trichet, mais M. Draghi a pris le contre-pied exact et il a bien raison de ce qui avait été fait. Il baisse les taux d'intérêt, il fait baisser l'euro et maintenant, il achète de manière illimitée de la dette publique pour venir au secours des autres États. On a un mécanisme de solidarité. Maintenant, il faut aussi, pour que ça marche, la responsabilité budgétaire. Et donc, c'est sur cet ensemble qu'il faut juger ce traité. Et c'est pour ça que quand on le resitue dans cette histoire et dans cet ensemble, il faut tout à fait le soutenir. Et l'argument de François Bayrou, au demeurant, reste vrai. C'est-à-dire que même si l'euro n'existait pas, de toute manière, pour des raisons propres à la souveraineté française, il faudrait casser la spirale de la dette, dont on sait qu'à partir de 90% du PIB, elle détruit de l'activité et de l'emploi et qu'elle nous met dans la main des marchés. 2 tiers de la dette française sont entre les mains des investisseurs internationaux. Donc aujourd'hui, on peut déclarer la guerre à la finance, mais c'est la finance qui nous fait nos fins de mois. Donc par définition, attaquer celui qui vous permet de payer vos fonctionnaires et vos pensions de retraite, ce n'est pas une position très crédible. Sophie Vanish. Il y a un mot de Mirabeau qui me paraît quand même extrêmement intéressant, c'est que la dette, au moment du début de la Révolution, peut devenir une richesse nationale, justement comme espace d'invention.
cet espace d'invention, on a parlé de la démocratie tout à l'heure, et j'étais assez surprise d'entendre qu'on pouvait effectivement se désintéresser de savoir comment on allait l'exercer, ce référendum, ou sous une autre forme, et qu'on pouvait être un citoyen finalement désintéressé. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui se joue dans notre déficit de politique, de citoyenneté, de démocratie, parce que justement on n'invente rien avec cette situation. C'est-à-dire que cette situation nous est présentée comme naturelle. Et comme malheureusement des choses qu'on ne décide pas. On ne décide pas de la croissance, on ne décide pas de la décroissance, on ne décide pas de choix politiques. Or, à un moment donné, eh bien, face à une situation qui devient inextricable, et quand on est à 93, je ne sais plus trop quoi, % de son PIB qui passe dans la dette, eh bien, il y a quand même quelque chose de bon sens, c'est de faire en sorte eh bien, de ne pas rembourser cette dette et de remettre les comptes à zéro, de manière à apurer la situation financière. Et dans une certaine mesure, les révolutionnaires ont été obligés d'inventer des expédients. Et ce n'est pas ces expédients qui ont empêché la France de se moderniser à ce moment-là. Voilà, c'est en tout cas en débat de manière importante. Donc faisons de la dette une richesse nationale plutôt que quelque chose qui nous enfonce, sachant que de toute manière, c'est quand même le travail des gens, effectivement, et leurs efforts qui produisent les richesses. Tout à l'heure, on était au moins d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est bien le capital humain qui produit la richesse, que ce soit pour enrichir les financiers qui, soi-disant, nous aident à finir nos fins de mois. Je ne trouve pas que ce soit une aide très efficace. Et de faire en sorte que la révolte ne prenne pas une forme tout à fait désastreuse, car on est dans une situation où il y a de quoi être révolté. Les gens ont été tout à fait honnêtes. Ils ont bossé de manière tout à fait correcte ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. Encore aujourd'hui, les gens, ils vont au boulot, ils se lèvent le matin et ils y vont, quel que soit leur boulot. Quand ils n'en ont pas, ils en cherchent. Ils sont contents d'en trouver. Donc, à un moment donné, ils vont se révolter parce que c'est quand même leur travail qui est bradé. Et quand le travail ou les économies ou la manière dont les gens ont tenté de thésauriser quelque chose d'une manière ou d'une autre est bradé par les élites, les gens qui dominent, eh bien effectivement ils se révoltent. Et ils se révoltent de deux manières. Et là, pour le coup, je réutilise mon laboratoire révolutionnaire. Si on prend l'exemple de la Vendée, pourquoi ils se révoltent, les Vendéens ? En tout cas, il y a toutes sortes de raisons, mais il y a une des raisons qui est extrêmement intéressante pour comparer. Ils se révoltent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que leurs églises, qui n'existent que parce qu'ils ont donné de l'aumône régulièrement depuis des générations, soient vendues sans leur demander leur avis. Voilà. Donc ils ne sont pas d'accord pour que des biens deviennent des biens nationaux alors que c'est eux qui les ont fabriqués. Pourquoi on fabrique des biens nationaux ? C'est sur la proposition de l'Église. Or l'Église avait refusé d'aider l'État auparavant. Hein. Donc elle propose pour devenir religion nationale. Donc c'est dans des enjeux qui sont très compliqués. Ces enjeux compliqués, c'est des enjeux de comment la société est structurée. Et donc les Vendéens, ils se révoltent parce que finalement, on ne leur demande pas leur avis sur qu'est-ce qu'on fait du travail et de l'aumône qu'ils ont donné. Voilà. Donc à un moment donné, quand on voit Marine Le Pen, comme tout à l'heure, qui explique qu'on est dépossédé, c'est vrai qu'on est dépossédé, et il s'agit de ne pas laisser les peuples ou les populations se laisser berner par des discours qui vont les mener à beaucoup moins de démocratie ou beaucoup moins de possibilités encore d'être puissants et d'utiliser vraiment le travail qu'ils ont fourni pour améliorer réellement la vie de leurs enfants. Parce que la logique actuelle, ce que les gens ont dans la tête, ce n'est pas tellement les souffrances qu'ils peuvent endurer eux, c'est de se dire que ça va empirer pour les générations suivantes. Et que la logique utopique ou la logique du bonheur, c'est de faire en sorte que la génération suivante soit plus épanouie. Or là, c'est ça qui est en train d'être perdu. Et de ce point de vue-là, la colère, elle peut être terrible. Et je pense qu'on n'est pas simplement dans une situation où il s'agit de se mettre d'accord sur est-ce que le capitalisme est amendable ou pas. Il s'agit de se rendre compte qu'on peut effectivement produire du chaos social pour très longtemps. La colère, pour l'instant, elle provoque essentiellement des manifestations, pas de révolution, mais des manifestations qui se reproduisent depuis maintenant un bon mois, à peu près, toujours dans les mêmes pays, mais les pays dont on a parlé tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, ben regardez. En Italie, les conflits sociaux se multiplient. Des centaines de salariés en colère. Leur usine qui fabrique de l'aluminium va fermer. Le
Les nouvelles sont toujours mauvaises. On ne voulait pas en arriver là, mais personne ne veut nous écouter. Des manifestants venus de toute l'Espagne déferlent en ce moment même sur Madrid pour protester contre la politique de rigueur du gouvernement. Nous avons 32 ans, nous travaillons depuis 8 ans, mais depuis juin, nous sommes tous au chômage, tous. Ce soir, autour du Parlement, les policiers tirent sur les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc. Ces indignés dénoncent le plan d'austérité du gouvernement. Des coupes budgétaires, une réduction des aides sociales. La Grèce renoue avec les grandes manifestations. C'est aujourd'hui que le gouvernement de coalition a annoncé son énième plan d'austérité et 30 à 40 000 personnes ont défilé à Athènes contre ce nouveau tour de vis sur les salaires et les impôts. Rarement, les Portugais n'avaient été aussi nombreux à descendre dans la rue. Par dizaines de milliers, ils ont envahi le centre de Lisbonne pour crier leur indignation contre des mesures de rigueur toujours plus dures. Nous sommes révoltés par cette politique d'austérité, ces sacrifices sans limite qu'on impose au peuple portugais et toute la souffrance que cela entraîne. Jean-Luc Mélenchon sur tous les fronts. Aujourd'hui à Paris, il est la tête d'affiche de la manifestation contre le traité européen et contre l'austérité. Plusieurs dizaines de milliers de personnes venues pour tenter de faire plier François Hollande. Ce matin, cet intéressant sondage à la question si un référendum était organisé, voteriez-vous pour ou contre ce texte? Regardez, 64% des Français répondent pour, seuls 36% des personnes interrogées auraient voté contre le traité européen. Le conditionnel reste de rigueur puisque c'est le Parlement qui doit se prononcer et non les Français. Alors, est-ce que c'est le traité de l'austérité, d'après vous, Daniel Cohen? François Asselineau, vous demandez tout à l'heure, est-ce que vous voulez ça? Vous entendez ces images-là? Bien sûr que non, et il est clair qu'aujourd'hui, c'est une crise de l'Europe, et c'est une crise de l'Europe d'autant plus tragique, je crois, qu'on est en effet en train de répéter toutes les erreurs, analysées comme erreurs aujourd'hui, qui avaient été commises dans les années 30. À l'époque, le système monétaire, c'était l'étalon or, et pour garder leur convertibilité or, à l'époque, déjà était exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Pour retrouver la confiance des marchés, les pays s'imposaient des cures d'austérité qui ont provoqué une montée, une explosion du chômage. Donc je suis évidemment bouleversé de voir que l'euro, qui hérite des débats qui ont fait suite à cette crise des années 30, Keynes expliquait aux hommes politiques de son époque, c'est l'or qui vous tue, cette relique barbare. Et après-guerre, en 1944, à la conférence de Bretton Woods, il a dit il faudrait une monnaie supranationale émise par une banque mondiale qui puisse justement donner de la liquidité aux pays en difficulté, au lieu d'obliger ce pays en difficulté à mener une purge d'austérité pour retrouver de l'or. Cette idée de Keynes a été immédiatement écartée par les Américains. Pour eux, il y avait déjà une monnaie supranationale, c'était le dollar, il n'y avait pas besoin d'une deuxième. Mais en Europe, toute l'histoire des débats monétaires en Europe, au fond, s'est inspirée de cette idée de Keynes. Un des disciples de Keynes, qui s'appelle Triffin, a proposé aux Européens dès les années 50 de faire une union monétaire. Bref, tout ça s'enchaîne. On a cette monnaie supranationale dont rêvait Keynes pour nous faire échapper à la répétition de la crise des années 30. Et par un extraordinaire retour de circonstances, on fait les mêmes erreurs que dans les années 30, alors qu'on dispose de l'instrument magique. On ne les a pas fait dès le début. Après la crise des subprimes, tout le monde a fait de la relance, oui, justement. Mais au fond, à l'époque, c'était les États qui étaient attaqués et qui devaient, comme aujourd'hui, prouver leur solvabilité. Aujourd'hui, quand la crise a attaqué, oui, quand il s'agissait en effet de redonner des liquidités sur les marchés interbancaires, on a fait ce qu'il fallait. Mais au moment où la crise est remontée aux États, Nicolas Bavray le disait très bien, on s'est rendu compte, on le savait, mais on ne pensait pas que ça serait aussi violent. On pensait sans doute qu'il y aurait un aménagement, et c'est une preuve de naïveté, absolument, pour tous ceux qui ont pensé que ça ne se passerait pas comme ça. C'est une erreur peut-être tragique, mais la Banque Centrale Européenne n'est pas venue au secours des États en difficulté, ne laissant comme issue que ces purges budgétaires. Donc oui, le débat, il doit prendre fond sur cette situation tragique dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, pour donner un tout petit peu d'espoir et donner un peu de chair à ce débat. En effet, on peut décider que c'est une erreur et sortir de l'euro. Et je dirais intellectuellement, c'est parfaitement raisonnable de dire ça. L'euro, dans sa conception, débouche sur une impasse. Et donc, en effet, c'est toujours le même débat. On prend acte de cette erreur et on en sort, ou on se dit que le remède serait pire que le mal. Et on essaie de voir ce qu'il faudrait faire pour
pour éviter cette sortie de l'euro, qui aurait certainement des effets de coup de terre tragiques, même si peut-être à long terme on retrouvait de la croissance, et voir en tout cas à l'intérieur de ce débat ce qu'il faudrait faire pour retrouver une constitution européenne, une organisation de l'Europe qui nous évite de faire ça. Alors il y a beaucoup de choses dont a parlé Nicolas Bavouet, faire en sorte, ce que Draghi essaye de faire, peut-être trop lentement, peut-être mal, mais de redonner à la Banque centrale ce rôle de prêteur pour lequel Keynes voulait qu'il y ait une banque mondiale. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va se faire? Franchement, je n'en sais rien, mais on peut au moins le souhaiter. Puis la deuxième chose, c'est en effet essayer d'éviter cet enchaînement, cette course-poursuite dans laquelle on est engagé, une purge d'austérité, ici, maintenant, qui va casser la croissance, c'est évident, qui va donc réduire les recettes fiscales, puisque quand il n'y a plus d'emploi de travail, il y a moins de recettes fiscales, et qui va peut-être, si on suit cette logique, nous obliger à en faire encore davantage, et donc nous engager dans une course-poursuite qui est un abîme. Donc il faudrait, et ce débat a déjà lieu, mais il faudrait qu'il ait lieu de manière plus forte, il faudrait qu'on s'entende sur le fait, et c'est peut-être le seul mérite à ce pacte qu'on nous demande de signer, il faudrait qu'on arrive à raisonner non plus en termes de déficit courant, alors c'est une notion un peu complexe, mais elle est essentielle, mais en termes de déficit structurel, c'est-à-dire qu'on corrige par les aléas de la conjoncture la situation du déficit. Les choses apparaîtraient complètement différemment. La Grèce a un déficit abyssal, mais elle a perdu 20% de PIB. Si on remettait à un niveau raisonnable la richesse grecque, il n'y aurait plus de déficit. C'est aussi absurde que ça. Donc il faut qu'on évite cette course-poursuite. Et il y a des grands débats. Mais le débat à minima aujourd'hui, c'est de s'entendre sur des objectifs plus raisonnables, plus mesurés. Après tout, on veut que la France signe ce traité. Ce traité prévoit un déséquilibre, un déficit en termes structurels, c'est-à-dire purgé pour les effets de la conjoncture. Au moins raisonnons dès aujourd'hui dans ces termes-là. Paul Jarion ? Oui, les manifestations qu'on a vues là nous montrent qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes réels, que c'est pas savoir si on vote un traité d'une forme ou d'une autre. Ce traité, on le voit quand on voit les manifestations de rue comme ça, c'est un peu une mouletta. On dit aux gens, vous vous souvenez, la crise des subprimes, mais maintenant il s'est passé tout à fait autre chose. Il faut revenir en 73, et en 73, il s'est passé que les États s'étaient trop endettés, etc. Alors on va mesurer la dette nationale par rapport au PIB. On se demande pas pourquoi par rapport au PIB. On fait la comparaison avec un ménage. Est-ce qu'un ménage doit mesurer ses dépenses par rapport au PIB? Non. Alors pourquoi est-ce qu'un pays doit le faire? Parce que si on parle de rentrée, parce qu'il faut comparer les dépenses aux rentrées, aux revenus, à ce moment-là, on est obligé de parler de l'impôt et on n'aime pas, personne n'aime qu'on parle de l'impôt. Il suffit de voir ce qu'on a dans les journaux aujourd'hui. Alors, vous parlez de Keynes, vous avez tout à fait raison de parler de Keynes, mais Keynes n'a pas gagné d'une manière ou d'une autre. On nous dit parfois, oui, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est un peu des idées de Keynes. Non, Keynes a perdu totalement. Qu'est-ce qu'il voulait, Keynes? Qu'est-ce qu'il voulait en 1944 à Bretton Woods? Il l'a dit, un système économique pacifié. Mettre le dollar au centre, ça n'était pas un système pacifié, parce qu'on savait qu'un jour, les États-Unis représenteraient plus 70% de la richesse du monde, parce que c'était le seul pays qui n'avait pas eu la guerre sur son territoire. Non, ils voulaient un système. Et quand vous dites que l'euro est un petit peu un embryon possible pour le Bancor, parce que c'est comme ça qu'il appelait cette monnaie. Mais souvenez-vous, c'est Monsieur Wolf dans le Financial Times, oui, qui a fait la comparaison, qui dit tiens, les Allemands, ils ne se souviennent pas qu'ils ont eu un philosophe qui s'appelait Kant et qui parlait de l'impératif catégorique et qu'on ne peut pas dire à tous les pays faites comme nous, soyez des exportateurs nets. Alors on dit aux Grecs, écoutez, vous êtes des importateurs nets, qu'est-ce qui se passe? On peut pas. Non, il faut les deux. Qu'est-ce qu'il y avait dans le système de Keynes comme il l'avait proposé? Que l'exportateur net et l'importeur net seraient pénalisés tous les deux à la fin de l'année. Tous les deux auraient une amende s'ils n'étaient pas capables d'avoir un budget en équilibre. Le système de l'euro qu'on a mis en place, ce n'est pas du tout. On peut imaginer une formule qui transformerait l'euro en Bancor. Il y a quelqu'un sur mon blog qui propose de faire ça, et c'est une formule assez compliquée. Mais l'euro n'a pas été conçu de cette manière-là. Et le plus lamentable, le plus affligeant dans ce traité européen, c'est que ça nous montre que les problèmes qui se sont posés lors de la crise des subprimes n'ont absolument pas été compris si on croit qu'on peut transformer ça comme étant un problème de dette à résoudre, et on invente ce système où effectivement on compare avec le produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on a fait une mesure, un système procyclique, c'est-à-dire qu'il ne va que aggraver les choses. Vous approuvez ce que je vous dis là? Effectivement, quand les choses iront bien, ça ne fera aucune différence. Quand elles iront mal, ça rendra les choses plus compliquées. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Mais alors, si vous m'approuvez, est-ce que vous seriez prêt à voter à ce moment-là ce traité? Moi, je ne le suis pas.
si vous m'approuvez, vous seriez prêt à aussi refuser? Non? Je vous approuve. Enfin, sur Keynes, on peut vraiment en parler très longuement, mais je vous approuve entièrement sur le fait que ce qu'il faut éviter, à court terme, je pense qu'il faut aussi tenir beaucoup de discours à la fois pour comprendre la gravité de la situation dans laquelle on est, les problèmes d'emploi, de travail, de dissolution progressive de la valeur travail depuis 30 ou 40 ans, tout ça fait partie de cette crise, en fait, autant que la crise monétaire elle-même. Mais je vous approuvais sur le point très simple qu'on a fabriqué avec la création de l'euro un système qui, en effet, a fonctionné de manière procyclique. C'est là que je vous approuvais entièrement. C'est-à-dire qu'on a fait un système avec cette règle, par exemple, des 3%, qui fonctionne de manière procyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Quand tout va bien, c'est très facile d'avoir un déficit sous les 3%. Et quand tout va mal, comme aujourd'hui, c'est une catastrophe de revenir sous les 3%. Donc je ne pense pas que ça va régler les grands problèmes dont on parle. Mais si au moins, à minima, on pouvait retrouver de la contracyclicalité, c'est-à-dire redonner la possibilité d'agir quand ça va mal et de reprendre des forces quand ça va bien, je crois qu'on aurait fait au moins un progrès. C'est sur ce point. On n'y est pas. Et on n'y est pas du tout. C'est mon Dernier mot sur ce sujet, François Asselineau et Sophie Vanish. Oui, Frédéric, qu'est-ce que vous pensez si vous êtes malade, vous allez voir un médecin et puis votre maladie s'aggrave et à chaque fois que vous allez voir le médecin, il vous dit « Ah ben je me suis trompé dans l'ordonnance précédente, il faut que j'en fasse une autre ». Ce sont les mêmes qui vous ont dit que le traité de Maastricht était formidable, qu'après on dit non, il y avait un petit défaut, on va faire le traité d'Amsterdam, et puis après non, en fait c'est le traité de Nice, et puis après ça non, c'est la Constitution européenne, bon sang c'est le traité de Lisbonne, maintenant c'est le TSCG, et ça va encore pas. Je voudrais dire, mais les choses sont graves, il y a dans les traités européens, dans le traité sur l'Union européenne, un article qui s'appelle l'article 50, qui permet à un État de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs la seule façon juridique et sereine d'en sortir. Oui, on ne peut pas vous virer. Voilà. Donc, on peut voilà. Alors, ce que nous disons à l'UPR, c'est que, puisque cet article existe, c'est qu'il est possible de sortir de ce bins. Et nous disons qu'en démocratie, il est normal que l'on puisse débattre de ce sujet, que l'on voit les conséquences. Alors, M. Cohen, tout à l'heure, dit que ça va être la catastrophe si on sort de l'euro. Je connais par cœur cette espèce d'apocalypse annoncée. Et ce sont les mêmes qui nous promettaient le bonheur général avec l'euro, qui nous disent si on en sort, ça sera l'apocalypse. Le petit problème, c'est que tout le monde sait que c'est faux. Il y a une note de Natixis avec Patrick Artus, qui est un des très grands économistes français, qui est sorti le 10 juillet dernier, qui a montré que si la France sort de l'euro, le franc, par rapport au cours pivot du dollar, perdra 2%. Voilà. Et le nouveau marque gagnera 18%, et puis la lire italienne perdra 12%. C'est beaucoup plus raisonnable. Je voudrais aussi insister sur d'autres éléments. On nous dit, mais si vous sortez de l'euro, vous allez être isolé. Mais on ne sera pas du tout isolé. On sera toujours membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On aura toujours 271 représentations diplomatiques à l'étranger. Et au contraire, les peuples en Amérique latine, en Afrique francophone, au Moyen-Orient, en Russie, seront contents de retrouver une France qui aura échappé à cette espèce de glacis géopolitique sous tutelle de l'OTAN et sous tutelle de l'Union européenne. Redan ? Bien évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec votre approche. Je trouve ça sympathique. La sortie de l'euro, elle a du sens dans la mesure où tout le monde sort. On remet tout le monde au même plan. Pourquoi pas? Là, on peut recréer un marché, pourquoi pas? Sauf que ce qui va se passer, c'est que la France sort, l'euro va rester de l'autre côté. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est juste l'Allemagne qui va monter encore une fois en puissance, qui va avoir une autre forme de dictat. Et nous, on va être à la ramasse par rapport à... Déjà qu'on est compétitif comme on vaut pas grand-chose en ce moment. On a un taux de croissance qui est clairement... Déjà, franchement, je pense qu'après... On peut dire clairement qu'on est en récession. Mécaniquement, on est déjà en récession. On peut chercher encore des chiffres, 0,1, etc. Je pense que si le Premier ministre a annoncé un 0,8, c'est pour mieux nous annoncer un 0,7 pour mieux un 0,3, pour nous annoncer au début 2013 qu'on est dans le rouge. Bon, ça laissera au moins un petit peu de temps pour commencer à reprendre un petit peu d'air. Mais bien évidemment que l'euro et l'Europe est une solution. Le problème, c'est que c'est une affirmation purement gratuite. Et c'est la mienne. Oui, d'accord. Et au moins, on pourrait en débattre. Non, mais je crois qu'on en débat. Tout le monde en débat. Je pense que c'est une solution pour la simple et bonne raison que
on avance aujourd'hui pays contre pays. L'Europe est en train de faire un pas pour aller un pays vers l'autre pays. Donc, qu'est-ce qui crée de la compétitivité positive ? On va arrêter de se faire la guerre économique entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Italie, entre l'Espagne et l'Allemagne. On va commencer à créer de la cohésion sociale. La cohésion, c'est la pièce maîtresse de la productivité. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque aussi dans nos entreprises, aussi en France. Si on va au moins dans cette direction, je pense qu'on part mal. On part pas bien. On part exactement comme il faudrait, mais par contre, là, on n'est pas bien. C'est là où je voulais en venir. C'est que cette règle des 3%, c'est le vrai danger. C'est le vrai danger parce que les 3%, on pourrait partir là-dessus, à partir du moment où, potentiellement, on a un réel potentiel de croissance. On a un déficit à l'export de 70 milliards. On est à 0% de croissance. On est à 3 millions 5, voire peut-être 5 millions, sauf qu'on ne connaît pas les chiffres dans leur réalité. Je pense que partir déjà un peu bancal sur une patte, c'est difficile. Partir sans les deux jambes, ça me paraît gros. Donc l'idée du traité, je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'il faut adapter un petit peu cette marge de 3% dans quelque chose de plus cohérent, quoi. Un mot, Sophie Vanish, oui, plus qu'un mot, parce qu'on vient de voir des images qui sont des images de peuple en mouvement. Et on n'a pas parlé du peuple du tout pour le moment. On a continué à parler de régime économique. Oui. Et tout à l'heure, j'ai essayé d'en parler en disant, voilà, on a le choix entre laisser ces peuples se laisser berner par des idéologies qui seront quand même réactionnaires, ou essayer de les écouter au moment où ils sont dans une demande de démocratie qui est intense. C'est une demande d'éthos démocratique qui est quand même extrêmement importante depuis au moins 2008. Ils sont surtout contre l'austérité, quoi. Ils sont contre l'austérité, mais ils demandent aussi un autre régime. Les indignés, ils demandent un autre régime de démocratie. Ils demandent qu'on réinvente un certain régime qui permette effectivement aux gens de se sentir puissants quand ils sont nommés citoyens et pas simplement impuissants. Et donc cette question-là, c'est une question qui est centrale aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on nous disait, oui, quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus non plus de lien social, en fait, si le travail disparaît pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour des raisons utopiques, le lien social, il doit être politique. C'est-à-dire qu'on est dans un déficit pas simplement de travail aujourd'hui, on est dans un déficit chronique de politique. Et on n'a pas de lieu pour en faire. Et on n'a pas de lieu au sens matériel du terme. C'est-à-dire que quand on demande une salle pour faire du macramé à une municipalité, on l'obtient. Quand on demande une salle à une municipalité pour faire une réunion citoyenne, on ne l'obtient pas. Donc il y a quelque chose qui, de toute manière, est structurel. C'est-à-dire qu'on ne considère pas... Oui, vous peut-être, mais du point de vue de quelqu'un qui n'est pas du tout connu, il ne l'obtient pas. Et j'ai fait l'expérience dans plusieurs arrondissements de Paris. Bon. Donc il y a quelque chose qu'il faut payer. Il faut payer une salle pour pouvoir faire de la politique si on n'est pas dans un parti politique aujourd'hui. Or, il y a une insatisfaction chronique aussi des partis politiques. Là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont dans la rue et savent effectivement qu'il n'y a pas de différence majeure quand on élit un parti comme le Parti socialiste ou quand on élit Sarkozy sur un certain nombre de points. Sur un certain nombre de points, pas sur tous. À ce moment-là, il y a la nécessité de repenser la place qu'on donne quand même aux populations pour qu'elles deviennent des peuples et pas des populations manipulées par du fascisme. Et là, on est sur une situation où on ne sait pas où ça va basculer. Parce que pour le moment, on est dans une demande très forte d'éthos démocratique. Voilà, elle est très forte. Mais ils ne sont quand même pas majoritaires, les gens qui sont dans la rue. Et au bout d'un moment, ils sont soit lassés, soit découragés, soit effectivement radicalisés. Quand ils sont radicalisés, ça peut produire une révolution, mais ça peut aussi produire des conflits qui ne sont pas solubles. À un moment donné, il faut entendre la demande d'éthos démocratique. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que face à ce traité, face à cette crise, on n'est plus dans une économie avec une orthodoxie absolue, mais dans la nécessité d'avoir des débats d'experts. Ça veut dire qu'en fait, c'est la notion d'expertise qui dégringole. Tant mieux. L'économie, c'est une idéologie, et ces idéologies, elles permettent de produire différentes politiques. Tant qu'on n'ouvre pas les débats dans ces termes-là, on n'ouvre rien. Et dans une certaine mesure, on nous berne. L'expertise, elle peut remonter du bas vers le haut ? Je pense que le fait que l'expertise, très utopique, le fait que l'expertise, oui, vous avez compris que j'étais extrêmement utopique. La question de l'expertise, c'est de faire croire qu'un discours qui est un discours plus qu'imparfait, et les sciences humaines et politiques sont très imparfaites, et l'économie en est une, eh bien, suppose effectivement de débattre, de rectifier. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'époque. Mais vous pensez qu'il existe une perfection formelle qui est le jeu démocratique et que c'est le truc qui marche vraiment bien ? Je ne pense pas qu'il y ait une perfection formelle. Je suis pour l'utopie des lignes brisées. Quand on a un projet, on l'avance, et quand on se prend le réel, on réinvente l'ajustement. Mais quand on est dans une situation aussi évidemment désastreuse,
Alors, ce n'est pas du tout l'utopie des lignes brisées. C'est la nécessité de remettre vraiment les choses à plat et d'avoir un pouvoir imaginatif. Moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'il n'y a pas d'imagination proposée. C'est-à-dire, on nous explique qu'en fait, on va faire des petits réajustements du système dans lequel on est, alors que ça fait quand même un sacré moment, en tout cas en France, au moins depuis 1973, que ça ne va pas. Moi, je suis d'une génération, et vous, je ne sais pas comment vous la vivez, mais on nous a expliqué pendant toute la période où on a été éduqués que ça serait le chômage. Mais je veux dire, de génération en génération, ça suffit. Les gens sont de plus en plus éduqués, sont de plus en plus savants. Il y a une frange de plus en plus importante de la population qui est extrêmement compétente et qui ne supporte plus d'être traités comme des ignares. Je vous interromps parce qu'il y a Jean-Claude Monod qui va arriver dans une seconde. Et Nicolas Bavré, vous voulez dire un dernier mot sur ce sujet? Juste un mot d'abord. Il n'y a pas de tabou. Tout le monde sait qu'il y a deux solutions pour l'euro, c'est-à-dire l'éclatement, la sortie ou l'intégration. Mais la sortie, tout le monde sait que ça existe. D'ailleurs, il y a eu deux unions monétaires dans l'histoire. L'Union latine en 1865 et le bloc or. Et le bloc or a échoué parce que c'était des ajustements réels comme l'euro. Mais en même temps, on peut essayer et on a des pistes de solutions. Donc quand on regarde, il y a la productivité qui est déjà à l'œuvre dans un certain nombre de pays. Il y a des réformes, des modèles nationaux et des institutions de Maastricht qui ne marchent pas. Et puis il y a un mot qui est très important qui est la coopération. On l'a parlé, le désendettement. Il y a 4 acteurs dans une économie qui sont les ménages, les entreprises, les banques et l'État. On est bien d'accord que si tout le monde se désendette furieusement en même temps, eh bien l'économie va à la casse. On peut jouer sur ces différents acteurs. L'autre asymétrie, mais positive, celle-là, c'est qu'il y a des pays qui sont effectivement déficitaires, il y a des pays qui sont excédentaires. Ça n'a pas de sens de mener la même politique dans les deux. Et aujourd'hui, quand on regarde par exemple l'Allemagne est en train de remettre du pouvoir d'achat via des augmentations de salaire. Et c'est tout à fait positif. Et il faut que ce soit fait dans l'Europe du Nord. Donc c'est là où il n'y a pas d'idéologie de l'austérité. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit être austère. C'est stupide. En revanche, quand on consomme pendant des décennies 10% de plus que ce qu'on produit, eh ben, il faut bien faire l'ajustement. Et là, soit on le fait par la déflation en diminuant les revenus, l'emploi, soit on le fait par la reflation en augmentant le travail, l'investissement et l'innovation. Et c'est ce qu'il faut faire. Dans les comptes d'une entreprise, actuellement, on considère que c'est une sortie, la formation. Il suffit de mettre dans le compte de l'entreprise la formation du côté du capital et on change les comptes de l'entreprise. Donc c'est pas vrai que c'est aussi simple que ça. Toutes les entreprises, comme je dis, elles savent très bien que c'est leur capital humain. Bon, alors il faut que ça soit du côté du capital, pas du côté du les talents et évidemment les former. Une dernière phrase, François Asselineau, parce que vous allez nous quitter là. Ce qui me fascine, c'est qu'on parle toujours de l'Europe sans prendre le point de vue de ce que pensent les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais. Vous savez que, contrairement à ce que disait mon voisin, ce sont les Allemands qui, en fait, voudraient sortir de l'euro. Toute la haute hiérarchie de la Bundesbank, les uns après les autres démissionnent. Axel Weber, Jürgen Stark ont démissionné. Il y a une très forte pression en ce moment en Allemagne pour sortir de l'euro, puisqu'ils savent que tout risque de leur retomber dessus. Donc avant de faire des plans... dessus, c'est-à-dire que ce serait eux qui devraient payer. Qui devraient payer pour tout le monde. D'ailleurs, on n'a malheureusement pas parlé du coût que va représenter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pour le contribuable français si nous restons dans cette folie. Merci François Asselineau.